Alors Daniel, bonjour. Salut Vincent. Alors on va parler de notre cher football français. On va en parler en deux temps. Un temps pour parler du livre et de son diagnostic sur le football français, et un temps pour évoquer les solutions. C'est un problème à la base, le fait qu'on ait toujours marginalisé le sport, et en particulier le football, qu'on l'ait déprécié, mal considéré. Effectivement, dans le livre, je pars, c'est le constat initial, qu'au moment où est intervenue la crise sanitaire qu'on a connue au printemps, on s'est aperçu que le politique avait pu prendre une décision et pu intervenir pour brutalement dire « stop, on arrête le foot », comme si c'était un match au coin de la rue, comme si c'était une activité uniquement ludique, sans se soucier de toute l'économie qu'il y avait derrière, de tout l'intérêt passionnel, culturel qu'il pouvait y avoir pour ce sport. Et face à cette décision qui m'a semblé complètement absurde à ce moment-là, on n'a pas eu en face de lobbying fort d'hommes pour se mettre face aux politiques. Ils disaient, mais attendez, vous êtes en train de faire un truc qui est très très grave, comme si ils avaient honte, les présidents de clubs en l'occurrence, puisque c'est d'eux dont je parle, de dire, mais nous ne sommes pas les présidents du petit club amateur du coin de la rue, nous dirigeons des entreprises, il y a des gens qui nous suivent, qui nous aiment, comme s'il fallait avoir honte de l'économie qu'il y avait derrière, ça c'est un truc récurrent, de l'argent que gagnent les footeux, de ceux qui viennent au stade, qui limite ils vont en se cachant en disant oui j'aime le foot, je suis passionné par le foot, qu'est-ce que c'est honteux. Et de ce début, de ce point de départ du livre, c'est vrai que je remonte un petit peu le temps en me disant est-ce que c'est pas au final un petit peu normal quand de toute façon les intellectuels, le monde politique ne s'est jamais véritablement intéressé au sport dans le pays, qu'on a fait une distinction toujours assez marquée, donc qui a quand même évolué au fil du temps, fort heureusement, mais la base de notre problème, puisque c'est à ça que tu fais allusion, c'est quand même toujours cette différence culture, sport, la tête et les jambes. Je raconte cette fameuse histoire au début du livre de cette émission qui a été à l'antenne quasiment pendant 20-30 ans, la tête et les jambes, comme si les deux ne pouvaient pas fonctionner ensemble, comme s'il y avait une séparation obligatoire. Et je ne sais pas si tu te souviens, dans cette émission, Vincent, je ne m'en souvenais pas non plus, c'est parce que j'ai un peu cherché, hein, parce que je ne suis quand même pas de cette génération, j'étais petit. Mais donc, je te le dis si tu ne t'en souviens pas, en fait, il y avait des questions de culture et des questions de... Et le candidat devait ensuite, il y avait une activité sportive. Ou des questions, et on distinguait, il y avait le gars qui faisait la culture, le gars qui faisait le sport, ça pouvait en aucun cas se mélanger. C'était fou, quoi, comme si le sportif était vraiment n'avait pas de cerveau. Ça a toujours été un petit peu considéré comme ça historiquement dans ce pays. Les joueurs de foot ont mis très longtemps à avoir une existence sociale. Ça n'était qu'un abruti qui courait après un ballon. Et alors quand s'est développée l'économie autour du foot, c'était encore pire, parce que c'était carrément l'indécence de tout cet argent donné à l'idiot qui court après un ballon. Ça, c'est le problème récurrent, parce que, encore une fois, face à cette décision, si on avait eu un pouvoir fort en face, c'est-à-dire les présidents qui expliquent aux politiques que ce qu'ils sont en train de décider, c'est très très grave pour leur domaine d'activité, ça aurait été un petit peu mieux. Sauf qu'on n'a pas eu cette unité, parce que chacun a pensé à ses petits intérêts individuels. Il n'y a pas eu de sens collectif mis en avant. Tout le monde s'est regardé en disant, comme s'il se disait, bon, qui ose dire quelque chose? Et puis personne n'a osé, ou alors quand ils ont osé, c'est parti dans tous les sens. On a eu les déclarations d'Aulas, on s'en souvient, on a eu ceux qui ont pensé à leur petite position qu'ils avaient au classement à ce moment-là, et surtout à la préserver pour anticiper la participation à une Coupe d'Europe et forcément les revenus qui allaient aller avec. Donc on n'a pas eu du tout de voix concordantes. On a eu que des voix dissonantes, carrément même une cacophonie terrible. Et est-ce que par rapport à ça, tu as l'impression que c'était différent dans les autres pays? Oui,
Oui, parce que, alors, il y a eu des discussions, notamment, je me souviens en Angleterre, où certains avaient d'abord exprimé une volonté de ne pas reprendre, mais, euh, mais c'est comme si, à un moment, on s'était dit, bon, alors, on se met autour d'une table tous ensemble. Déjà, on a donné du temps, au temps de réfléchir, alors que nous, ça a été brutal. Et une fois qu'ils ont discuté, ils se sont tous mis d'accord. Enfin, il y a peut-être eu des gens qui n'étaient pas d'accord, mais on a dégagé une majorité pour dire, voilà ce qu'on a envie de faire, on va voir le politique, on s'arrange pour trouver une solution. En Italie, pareil, il y a eu des débats, mais à un moment, réunion, prise de décision, on est tous ensemble. Et on décide ensemble et on avance ensemble. Nous, chez nous, à aucun moment, on a eu le sentiment que les mecs allaient bosser ensemble, allaient se réunir pour décider on continue ou pas. Et d'ailleurs, moi, une des choses les plus terribles, c'est que les mecs me disaient quelque chose au téléphone et que et qu'après, dans les médias, ils disaient le contraire. Le public a réagi de façon curieuse parce que dans le, dans le flot d'émotions au moment de la crise, ouais, il y avait très peu de gens, même dans le public, qui disaient le foot nous manque. Il y avait d'ailleurs eu des sondages à ce moment-là qui disaient le foot ne nous manque pas, comme si on avait même un petit peu honte, comme si c'était limite être un assassin que de dire il faut continuer cette activité non seulement sportive, mais aussi économique. Et donc, il y a un mouvement, de toute façon, depuis quelques temps maintenant, on se détourne un petit peu du football de club, comme si c'était un peu accessoire. Et pour en revenir à ce que tu disais, l'équipe de France, c'est un petit peu, tu vois, comme au-dessus des partis, quoi, au-dessus des querelles. Et c'est là qu'on a vu que les seuls qu'on parlait, c'est le duo Le Gret-Deschamps, comme pour mettre fin à la cacophonie et dire bon bah c'est bien si on arrête. Qui était complètement dingue d'ailleurs, parce que eux, le football de club, ils en ont rien à cirer en vrai. Eux, ce qui les intéresse, c'est l'équipe de France, c'est les résultats de l'équipe de France, et qu'en gros, s'ils sauvaient ça, finalement, c'est un peu comme s'ils sauvaient le football, alors qu'en attendant, le foot de club pouvait crever à côté. Aujourd'hui, personne n'ose demander à nouveau à Deschamps, 6 mois plus tard, est-ce que tu continues de penser que c'était vraiment une bonne décision ? Alors que je suis sûr que lui pense que c'était une mauvaise décision. Je sais pas, Vincent, parce que quand même ces dernières années, tu sais, je trouve qu'il y a eu une culture club, un clubisme qui s'est développé. Je sais pas si à ce moment-là, ce qui est ressorti, c'est pas peut-être le vieux démon on a un petit peu honte de dire qu'on aime le foot. On a entendu des supporters, mais les supporters, quand ils parlaient, qu'ils disaient il faut pas reprendre, eux aussi étaient sous le coup de l'émotion, et puis c'était on reprend pas parce que de toute façon on pourra pas aller au stade. Donc eux aussi, On reprend pas sans nous. On reprend pas sans nous. C'était en gros, ils défendaient eux aussi des intérêts. Donc tout le monde a défendu un petit peu ses intérêts. Et puis derrière, pas mal de groupes ultras qui s'exprimaient. Bon, il y a aussi une sorte d'idéologie politique un peu extrémiste de gauche, qui est en gros truc un peu aberrant. C'est d'ailleurs quelque chose qui est toujours un peu difficilement compréhensible quand on les entend parler, genre à bas l'économie, quoi. Genre, dans ces cas-là, allez suivre un club de CFA. Alors, si vous êtes réellement que de ballon et que vous voulez pas tout ce qu'il y a avec, supportez un club de CFA ou de national. Et puis, il n'y aura pas de problème, quoi. Je comprends pas, parce qu'après, on sera jamais concurrent ou compétitif au niveau européen, déjà qu'on ne l'est pas beaucoup, si on refuse qu'il y ait de l'argent dans les clubs, hein. Donc, tu vois, toutes ces contradictions permanentes qu'on a de toute façon dans le débat public en France, quelque part, tu les retrouves aussi dans le foot, quoi. Tu vois, on est... Mal aussi. Ouais, oui, mais à un moment, un petit peu de cohérence. Tu vois, c'est comme les supporters de l'OM qui disent toujours aux Parisiens, ouais, vous avez les Qataris, les machins, c'est dégueulasse, en gros, hein. Et puis, quand on a commencé à parler des Saoudiens ou d'un Tunisien qui allait prendre le club cet été, ils étaient quand même tous très excités parce que ça pouvait faire de l'argent dans le club, et qui dit argent, moyens, joueurs et compagnie. Merci Daniel pour toutes ces explications. Et puis en attendant de se retrouver pour parler des solutions, on peut lire Cher football français.